Sénat français. La marge des industriels et de la grande distribution. Le 19 mai 2026, la commission d'enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, présidée par Anne-Catherine Loisier, a adopté le rapport d'Antoine Cuby. Entre décembre 2025 et mai 2026, elle a mené 189 auditions de représentants des consommateurs, spécialistes de la grande distribution, filières de producteurs et syndicats agricoles, responsables de l'autorité de la concurrence et de la DGCCRF, dirigeants des réseaux de distribution classiques ou alternatifs, responsables des achats de la grande distribution, directeurs généraux et directeurs commerciaux d'entreprises industrielles engagés dans les négociations avec la grande distribution, sans oublier le ministre chargé du commerce et de la consommation et la ministre chargée de l'agriculture. Face à une répartition de la valeur très déséquilibrée au détriment de l'amont agriculteur, producteur, consommateur et industriel, et au profit de l'aval, notamment grande distribution, la Commission formule 24 propositions destinées à opérer un rééquilibrage indispensable pour l'avenir de notre agriculture et de notre industrie agroalimentaire. Les principales recommandations. 1. Rend public chaque année la comparaison entre l'évolution des prix de vente aux consommateurs et celle des tarifs négociés avec les fournisseurs. 2. Pour les groupements de la grande distribution organisés sous forme coopérative ou indépendante, prévoir une obligation législative de publication d'informations agrégées des données relatives aux magasins de ces groupements à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires minimum fixé par décret. 4. Afin d'accroître la transparence sur les marges de la grande distribution, sur les produits bruts, instaurer un affichage obligatoire des marges sur les produits non transformés, en priorité les fruits et légumes, voire sur les produits transformés, labellisés Bio AOP, label rouge. 10. Rehausser le plafond de la sanction encourue pour méconnaissance de l'encadrement des promotions. Préciser les critères légaux de détermination du quantum de l'amende civile encourue pour des pratiques restrictives de concurrence. 11. Œuvrer à l'échelle européenne en faveur de l'extension du périmètre d'application de la directive 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales, notamment pour y intégrer les centrales européennes d'achat et de services. 12. Réviser la définition de l'abus de dépendance économique prévue à l'article L420-2 du Code de commerce. 13. Conforter les institutions de médiation commerciale et de conciliation entre les acteurs de la chaîne de valeur, notamment en élargissant le rôle du médiateur et en créant un réseau déconcentré, DRITS, de conseil et de médiation spécifique à destination des PME et ETI. 15. Prévoir que pendant la période de négociation commerciale, le distributeur dispose d'un délai d'1 mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif du fournisseur pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus ou présenter selon les mêmes modalités une réponse à l'offre du fournisseur ou pour notifier son acceptation. 16. Fixer au 15 janvier la date butoir pour la signature des contrats pour les seuls PME fournisseurs de distributeurs. 18. Conclure une charte avec les distributeurs présents en France visant à exclure du champ de centrales européennes certaines entreprises PME ou ETI ou dont les produits intègrent au moins 80% de MPA françaises ou qui produisent et vendent majoritairement en France. 19. Imposer aux distributeurs une déclaration annuelle des flux financiers avec centrales d'achat et de services européennes. 22. Faire toute la transparence sur les marges arrière, notamment en rendant public leur montant. 23. Simplifier les options de transparence tarifaire et préciser la part de matières premières agricoles françaises au sein de l'option 3. 24. Renforcer le rôle et les missions de l'Observatoire français des prix et des marges, OFPM. Formation des prix et construction des marges des déséquilibres structurels. La construction du prix de l'amont agricole à la transformation industrielle.
La formation des prix en amont de la chaîne est en théorie fondée sur les coûts de production. La contractualisation amont entre le producteur et le premier acheteur d'un produit agricole s'est progressivement imposée comme un outil central pour mieux prendre en compte ces coûts de production agricole dans la formation des prix, construction dite en marge avant. Le constat d'un manque d'appropriation de ces contrats par les agriculteurs a cependant été posé par de nombreux interlocuteurs. Les raisons en sont multiples: crainte de figer des relations traditionnellement orales ou de gré à gré, complexité administrative. Pour la détermination du prix et de ses modalités de révision, les parties au contrat doivent faire référence à des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture. Les interlocuteurs de la Commission ont toutefois souligné que leur caractère non contraignant limitait leur portée opérationnelle. La transformation industrielle génère quant à elle des coûts significatifs, parmi lesquels la main-d'œuvre ou les coûts énergétiques qui ont fortement augmenté durant la crise inflationniste de 2022 à 2023. Le prix de cession à la distribution, un prix négocié au rapport de force entre industriels et distributeurs au cours de négociations commerciales. Le prix auquel les industriels vendent leurs produits à la grande distribution ne correspond pas au tarif brut affiché dans leurs conditions générales de vente, mais à un prix résultant de négociations commerciales. Celles-ci débutent par l'envoi des CGV du fournisseur à l'acheteur, le fournisseur pouvant consentir des remises immédiates prix. D'autres réductions peuvent être consenties en principe en contrepartie de services de coopération commerciale pour arriver au prix dit 3 net. Lorsque des négociations ont lieu dans les centrales de services situées à l'étranger, fournisseurs et distributeurs négocient également des services internationaux. On parle alors de tarifs 5 net. Entre le prix catalogue et le prix réellement perçu par le fournisseur, les écarts peuvent être significatifs, traduisant l'importance des remises, ristournes et services commerciaux. La formalisation de la relation commerciale se traduit par la signature d'une convention écrite dont la date butoir est fixée au 1er mars. Elle est la résultante de ce qu'on appelle la descente tarifaire, qui peut conduire à comprimer le tarif du fournisseur de 20, 30, voire 50% sans en tenir compte de sa situation économique concrète. La formation du prix de vente au consommateur, une forte dépendance aux stratégies commerciales de la distribution. La fixation du prix de vente au consommateur tient compte d'un objectif de marge brute qui correspond à la différence entre le PVC, prix de vente au consommateur, et le prix d'achat des produits. La rentabilité d'un distributeur dépend de l'ensemble des coûts supportés, charges de personnel, énergie, et de son organisation économique, frais de siège, charges immobilières. Les représentants de distributeurs entendus par la Commission ont insisté sur la spécificité de la grande distribution, caractérisée par la vente de quantités importantes de produits avec une marge nette globale apparemment faible, comprise entre 1 et 2%. Tous les distributeurs classiques se caractérisent par un même système de formation des prix en rayon et de fixation des marges brutes, dit de péréquation des marges. Au-delà de la masse salariale qui explique une partie des écarts de marge brute entre produits et rayons, la Commission a pu relever que certains produits d'appel grande marque, produits de consommation courante, se voient appliquer des marges très faibles, voire nulles, quand d'autres produits moins sensibles au prix ou moins comparables supportent des marges élevées. Si ce système permet d'attirer les consommateurs en maintenant une image prix compétitive, il est régulièrement critiqué notamment par les associations de consommateurs, car il conduirait les produits transformés à être mis en vente avec un taux de marge commerciale faible, voire nul, et à surmarger des produits frais, fruits et légumes. Valeur ajoutée et marge peuvent différer s'agissant du même produit selon son mode de production. La marge et la valeur ajoutée passent par exemple du simple au double pour le même produit selon qu'il s'agisse d'une boîte d'œufs de poulet élevé en cage ou en bio. Dans ce dernier cas, la valeur ajoutée pour l'éleveur est égale à 0, ce qui signifie que l'éleveur vend ses œufs bio à prix constant, à prix coûtant à la grande distribution. Les stratégies commerciales qui combinent objectifs de rentabilité, positionnement concurrentiel et attractivité commerciale
conduisent à une construction du prix souvent déconnectée des coûts réels des produits. Si la plupart des grands distributeurs affichent des marges nettes faibles, la Commission a constaté que les distributeurs dégageaient de nouvelles sources de profit qui ne sont pas intégrées dans les comptes de la distribution. La structuration de la fonction immobilière peut ainsi constituer une source de rentabilité pour l'exploitant du magasin lorsqu'il est aussi propriétaire de la société de portage de l'immobilier commercial, dont la rentabilité n'est pas comptabilisée au sein des comptes du magasin. L'industrie agroalimentaire, des marges résilientes mais sous tension. Pour analyser l'évolution des marges des industries agroalimentaires, la Commission s'est appuyée sur des études menées par Bercy, montrant que les taux de marge restent sur l'excédent brut de exploitation sur la valeur ajoutée des IA, fluctuant usuellement autour de 40%, ont chuté en 2021 pour atteindre 28%, avant d'augmenter fortement entre 2021 et 2023, jusqu'à atteindre 49%. Cette évolution témoigne d'une forte variabilité conjoncturelle du taux de marge des IA et d'un retard entre le moment où le prix des intrants augmente et le moment où ces industries peuvent répercuter cette hausse dans leurs prix. Il n'y aurait donc pas eu de surprofit opportuniste de la part du secteur pendant la crise inflationniste, mais plutôt une phase de sous-répercussion des coûts à laquelle a succédé une phase de sur-répercussion. Encore faut-il noter que les indicateurs suivis sont à utiliser avec précaution car les taux de marge tels que définis dans les études reflètent mal la diversité des acteurs au sein de l'IA, qui présentent des situations très contrastées selon la filière, plus faibles pour la transformation de viande que pour la fabrication de boissons et la taille. La grande distribution des marges difficiles à évaluer, mais faibles en apparence. Il a été beaucoup entendu que la grande distribution avait joué un rôle amortisseur pendant la crise inflationniste en comprimant ses marges afin d'éviter une transmission brutale du choc inflationniste aux consommateurs. Le taux de marge nette après impôt des distributeurs s'est en effet contracté pendant la phase inflationniste de 2022 à 2023 et a même atteint un point bas en 2023 à 0,7% du chiffre d'affaires. Mais ce constat est à relativiser car la marge nette n'est que l'aspect facial de la rentabilité de la grande distribution. Une part croissante de la rentabilité de la grande distribution reposant sur des services commerciaux facturés aux industriels qui constituent des revenus hors marge, parfois qualifiés de marge arrière. Ces services tiennent une importance croissante dans la négociation commerciale, notamment au niveau des alliances internationales et au sein des centrales de services. L'analyse économique des marges de la grande distribution menée par la commission d'enquête s'est enfin heurtée à l'absence de données financières consolidées pour le réseau reposant sur des commerçants indépendants, à laquelle la commission propose de remédier en prévoyant une obligation législative de publication d'informations agrégées des données relatives aux magasins de ces groupements, chiffre d'affaires, résultats d'exploitation, résultat net, marge. La question de la formation des prix et des marges a été abordée par les pouvoirs publics à plusieurs reprises dans la dernière décennie. Un texte visant à accroître la concurrence a largement conduit à la guerre des prix qui déstabilise la chaîne de valeur. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la recherche de relations plus équilibrées entre producteurs industriels et distributeurs, et donc d'un meilleur partage de la valeur est ensuite traduite par le vote successif de plusieurs textes dits loi Egalim à partir de 2018. Si ce dispositif a été salué par tous les représentants de l'amont, force est de constater que tous ces objectifs n'ont pas été atteints, notamment en matière de sanctuarisation de la matière première agricole. Les évolutions futures sont à envisager avec précision, car si les acteurs de l'amont ont unanimement été favorables à des mécanismes de régulation, ils ont aussi attiré l'attention de la Commission sur le risque d'une complexification excessive des règles du jeu. Il convient donc de se préserver de la tentation
d'une refonte globale du cadre applicable et faire plutôt prévaloir des ajustements mesurés pour gagner en stabilité et en sécurité juridique. La vie chère est une réalité des territoires ultramarins. Elle s'explique par l'insularité et le fait de éloigner de l'Hexagone, source de la majeure partie des importations, avec une production locale qui couvre moins de 10% de la consommation, ce qui entraîne des coûts d'approvisionnement très élevés et une multiplication des acteurs transporteurs, transitaires, importateurs, distributeurs, majorant chacun de leur marge de prix payé par le consommateur final. Elle est aggravée par une taxe dite octroi de mer et par une taille limitée des marchés qui sont marqués par une concurrence insuffisante. Non seulement les écarts de prix avec les agos ne reculent pas, mais ils ont même progressé depuis 2010 et sont compris entre 9 et 31%. La Guyane, la Martinique, la Guadeloupe étant proches de 15%. Surtout, ces écarts sont encore plus élevés pour les produits alimentaires. En 2022, ils atteignaient 36%, à La Réunion jusqu'à 40% à la Martinique et 41% en Guadeloupe. L'expérimentation récente du protocole contre la vie chère en Martinique où depuis 12 ans, du bouclier qualité-prix sont des solutions intéressantes, mais toujours insuffisantes. La Commission juge que ces économies ultramarines méritent toute notre attention et demande un renforcement des contrôles de la DGCCRF et des moyens des observatoires des prix, des marges et des revenus, pour leur permettre un travail de suivi rigoureux des prix et des marges. Elle recommande aussi de poursuivre la réflexion sur le développement des filières de production locale, sur le contrôle accru de la concentration outre-mer, sur la compensation de l'éloignement par le principe de continuité territoriale et sur la réforme de l'autorité de la concurrence en dotant d'une section outre-mer. En outre-mer, en moyenne par rapport à l'Hexagone pour les produits alimentaires. L'effectivité de l'encadrement des relations commerciales qui résulte des lois Egalim repose largement sur le contrôle de la DGCCRF. Si le nombre de contrôles effectués sur l'amont agricole a augmenté de 75% entre 2022 et 2023, la commission d'enquête regrette toutefois avec le groupe sénatorial de suivi des lois Egalim que la DGCCRF ne se cantonne souvent à une appréciation essentiellement formelle des contrats sans analyser suffisamment leur économie générale. La DGCCRF apparaît, il est vrai, confrontée à deux difficultés majeures. La réticence des entreprises à saisir les autorités de contrôle demeure en cas de pratiques restrictives de concurrence par crainte des mesures de rétorsion commerciale. Les distributeurs ont adopté des stratégies pour se soustraire à l'application de la loi française, notamment en installant leurs centrales d'achat et de services à l'étranger. Par ailleurs, la Commission a constaté que les sanctions prononcées à l'encontre des distributeurs sont insuffisamment dissuasives, soit du fait de leur montant, soit en raison de leur délai d'exécution. Par exemple, 7 des 8 sanctions prononcées à l'égard des centrales d'achat entre 2019 et 2025 n'ont pas été exécutées car elles ont fait l'objet d'un contentieux dont aucun n'a encore abouti. La Commission a regretté l'interprétation restrictive de l'abus de dépendance économique retenue par les autorités de contrôle et les juridictions, qu'elle juge inadaptée à la réalité actuelle du secteur de la grande distribution, caractérisé par un déséquilibre économique structurel entre les acteurs. La Commission juge donc nécessaire de refondre l'abus de dépendance économique pour que les autorités de contrôle disposent d'un moyen efficace pour sanctionner les pratiques abusives qu'adoptent certains distributeurs et leurs centrales d'achat et de services. Le rapport de force qui s'est instauré progressivement au profit de la grande distribution est d'abord issu de l'évolution de cette dernière. En quelques années, celle-ci a connu une restructuration profonde qui s'est traduite par des fusions, des faillites et la montée en puissance de centrales d'achat, notamment européennes. La grande distribution est désormais très concentrée avec 4 groupes qui se détachent très nettement
Leclerc, Carrefour, Intermarché et Coopérative U. Cette concentration est d'autant plus forte qu'elle se double d'alliances internationales entre les distributeurs. Si l'on tient compte de ces alliances, le panorama des parts de marché permet d'identifier trois groupements hyperdominants. Concordis de Carrefour et Coopérative U à plus de 34%, Aura Retail, Intermarché, Auchan et Casino à plus de 29% et Leclerc à environ 24%. Pour autant, cet effet de massification ne semble pas avoir d'effet favorable automatique sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Une analyse des relations commerciales met en évidence une forte hétérogénéité du pouvoir de marché entre les acteurs, ce qui influe directement sur la formation des prix et la répartition de la valeur. Les agriculteurs sont isolés, mais bénéficient parfois de l'écran protecteur des organisations de producteurs et des coopératives. Si l'efficacité de ces regroupements demeure variable, il apparaît nécessaire de les renforcer. Les secteurs industriels du frais, notamment produits laitiers, viande, fruits et légumes transformés, sont plus vulnérables en raison de la périssabilité des produits et de la nécessité d'un écoulement rapide des volumes. Ces contraintes réduisent leur capacité à résister à la pression des distributeurs lors des négociations commerciales et peuvent conduire les industriels à accepter des conditions tarifaires défavorables. Les positions industrielles sont très contrastées selon le pouvoir de marché et le degré de substituabilité des produits. Si les multinationales disposant de produits non substituables sont souvent en capacité de résister à la pression commerciale, ce n'est pas le cas de très nombreuses entreprises agroalimentaires, y compris lorsqu'elles sont de taille importante. Elles font parfois face à des demandes d'alignement sous d'autres puissantes entreprises de l'agroalimentaire, mais aussi à une dégradation de leurs conditions commerciales et à une réduction de leurs marges, susceptible de entraîner une pression accrue sur l'amont de la chaîne. Le secteur de la grande distribution se livre à une guerre des prix de plus en plus intense, accentuée par la concentration des acteurs, la diversification des modèles de distribution et les préoccupations croissantes des consommateurs à l'égard du pouvoir d'achat. Les dépenses de publicité engagées par les enseignes en témoignent. 4 des 5 premiers annonceurs du pays sont des distributeurs. En 2000, les 3 premiers étaient L'Oréal, France Télécom et le groupe PSA. 3,3 milliards d'euros. Il s'agit de dépenses de publicité engagées par les acteurs de la grande distribution sur l'année 2025. La seule enseigne Leclerc a dépensé près de 700 millions d'euros sous cet exercice. Pour parvenir à obtenir les prix de cession les plus bas, les distributeurs instrumentalisent la dépendance économique des fournisseurs. Ils recourent à plusieurs instruments commerciaux, notamment remises, ristournes, services et promotions, pour transférer sur ces fournisseurs le coût de leur politique commerciale et in fine déséquilibrer à leur profit la chaîne de valeur. Les centrales de services nationales et internationales constituent l'exemple utopique de ces dérives. Il ressort des travaux de la Commission que les distributeurs parviennent à imposer à leurs fournisseurs d'acquérir des services. La négociation avec ces centrales constitue un droit de péage auquel les fournisseurs sont soumis. La Commission a constaté que les distributeurs employaient volontiers des méthodes de négociation assises sur la menace, l'intimidation et la contrainte. Des plans d'affaires en décroissance sont ainsi transmis par les distributeurs avant même l'envoi de leurs tarifs par les fournisseurs, voire avant l'aboutissement des négociations avec l'amont agricole, ce qui va à l'encontre du principe de construction du prix en marche en avant. Dans d'autres cas, des alignements des conditions commerciales entre enseignes d'une même alliance sont requis sans la moindre contrepartie. Simultanément, les centrales adressent à leurs fournisseurs, dès l'engagement des négociations commerciales, des menaces de diminution de commandes, voire de déréférencement,
qui peuvent durer plusieurs mois et représenter entre 30 et 70% de l'assortiment d'un fournisseur. Le rapporteur a constaté, en effectuant des contrôles sur pièce et sur place, que ces diminutions brutales de commandes peuvent représenter jusqu'à 60% des ventes d'un fournisseur auprès d'un distributeur et engendrer des pertes de produits parfois périssables, qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros. La Commission condamne fermement ces pratiques qui instaurent un climat de peur intolérable et compromettent les équilibres des filières alimentaires françaises. Le pouvoir de négociation des distributeurs leur permet en effet de comprimer, voire de capter les marges de leurs fournisseurs, ce qui dégrade la capacité à investir de l'ensemble des filières. La Commission a mis en évidence un contournement très fréquent et pour certains acteurs assez systématique des lois et en particulier de l'esprit et de la lettre des lois Egalim. Les centrales européennes, qu'elles soient d'achat ou de services, sont devenues l'outil favori des distributeurs pour contourner la loi française au profit des droits étrangers, néerlandais, belges, espagnols. Elles vont bien au-delà d'un objectif de mutualisation des achats à l'échelle européenne et contribuent à renforcer le déséquilibre fournisseur-distributeur, y compris en servant de cadre à des pratiques commerciales abusives documentées par la Commission. 400 000 euros, montant de la facturation à un industriel d'un rendez-vous dit top to top avec un dirigeant de centrale de distributeur. Certains de ces services sont apparus non seulement inutiles, mais choquants. Le rapporteur a constaté, dans le cadre d'un contrôle sur place, des propositions de rencontres dites top to top entre un directeur commercial d'un groupe industriel et le directeur des achats d'une centrale à des prix fixés en pourcentage du chiffre d'affaires brut du fournisseur, soit en l'occurrence une somme comprise entre 350 000 et 400 000 euros. Le coût des services facturés au niveau national et européen ne cesse de croître et s'élève pour certains industriels à près de 40% de leur chiffre d'affaires, sans que la qualité de ces services le justifie. Désormais, un montant équivalent aux investissements que les industriels réalisent dans leur appareil productif, le non-respect de la sanctuarisation de la MPA est lui aussi documenté par la Commission, qui prennent la forme de contestation de l'option 3 de transparence tarifaire ou d'une admission apparente par les distributeurs des variations de MPA présentées mais qui vont les négocier au travers de la matière première industrielle et tout particulièrement de l'énergie, des emballages et des transports. Cette pratique conduit en réalité à comprimer la MPA. Dans les rares cas où les tarifs obtenus permettent de couvrir la variation des prix de la seule MPA, la MPI n'est pas du tout prise en compte. Autre contournement, l'instrumentalisation de la date butoir par la grande distribution, qui ont fait un outil de pression dans les négociations commerciales. Dans bien des cas, alors qu'ils ont reçu les tarifs des industriels depuis le mois de décembre, les distributeurs attendent les derniers jours pour répondre. Enfin, l'application quasi automatique de pénalités logistiques par les distributeurs, alors qu'elles sont censées assurer la réparation de préjudices réels subis lors de la livraison des commandes est un autre contournement scandaleux de la loi. Elles font désormais figure de taxes universelles automatiques infligées par les distributeurs aux industriels en détournant l'esprit du plafonnement global de 2% prévu par la loi. Les marques de distributeurs. 36% du marché en France repose sur un modèle spécifique différent des produits sous marque nationale. Le distributeur est dans ce cadre à la fois donneur d'ordre et propriétaire de la marque et responsable de la vente du produit. Ces produits sous MDD sont essentiellement fabriqués par des PME et constituent donc une opportunité de débouché pour ces entreprises, pour le consommateur et présentent l'intérêt d'un prix inférieur aux produits de marque nationale, entre 25% et 35%. Car ils ont des coûts de production plus faibles,
n'intégrant pas les coûts relatifs à la marque ou à la recherche et à l'innovation. Ils offrent également une rentabilité plus élevée aux distributeurs, mais surtout sont devenus pour eux un outil stratégique renforçant leur pouvoir de négociation face aux industriels produisant des marques nationales. Ces MDD leur donnant une base de référence sur les coûts de production renforcent leur capacité à refuser des hausses tarifaires lors des négociations sur les marques nationales ou à discuter des évolutions de coûts de matières premières agricoles. Dans le contexte inflationniste récent, les MDD ont pris de plus en plus de place dans les rayons et les paniers des consommateurs et emportent un risque d'éviction du marché des marques nationales qu'elles concurrencent directement, tandis qu'elles peuvent enfermer les PME productrices dans un modèle à faible rentabilité. La conséquence structurelle du déséquilibre du rapport de force entre agriculture, industrie et grande distribution et des pratiques de cette dernière est de fragiliser toute la chaîne de valeur. Un impact sous-estimé de cette fragilisation est la casse sociale qui se traduit par des conditions de rémunération et de travail détériorées pour les agriculteurs, les salariés de l'industrie et ceux de la grande distribution elle-même, notamment du fait de l'importance grandissante des transferts de magasins vers la location-gérance moins favorable aux salariés. La sanctuarisation strictement formelle de la matière première agricole explique la pression qui continue de s'exercer sur le prix des produits agricoles et sur les exploitations. Or, l'incapacité des filières à garantir la rentabilité de ses fournisseurs primaires risque de compromettre l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce constat est d'autant plus, est d'autant plus préoccupant que le renouvellement des générations est hautement incertain dans le secteur agricole. La moitié des exploitations est dirigée par au moins un exploitant âgé de plus de 55 ans. L'inversion de cette tendance exige d'améliorer la rémunération des agriculteurs suivant l'objectif structurant des lois Egalim. La Commission constate par ailleurs que la situation actuelle risque à terme de fragiliser la souveraineté alimentaire du pays. Le solde commercial agricole français s'est ainsi dégradé de 49% entre 2019 et 2024 en passant de 7,7 milliards à 3,9 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont placées les relations commerciales engendrent une position dominante des distributeurs sur les fournisseurs. L'industrie française est mise sous pression et les marges ont tendance, en particulier pour les PME, à se réduire. Les 17 500 entreprises de l'industrie agroalimentaire française, parmi lesquelles sont dénombrées une grande majorité de petits fournisseurs, font face à 5 groupes de la grande distribution qui représentaient à eux seuls 83% du secteur fin 2024. Plus l'entreprise est petite, plus son taux de marge brute a tendance à décroître. Cette situation produit des effets en cascade. Les défaillances dans l'entreprise industrielle augmentent, le secteur étant en sous-investissement. Il rencontre des difficultés à rénover et moderniser l'outil productif ou encore à investir dans la transition écologique. Après les vagues de concentration, la grande distribution engagée dans une spirale déflationniste est confrontée à des évolutions qui risquent d'exacerber la guerre des prix. Essor du commerce en ligne, retour en force du hard discount et montée des déstockeurs, déploiement de l'IA dans le secteur sont des défis pour les distributeurs classiques et peuvent exacerber la guerre des prix. De nouveaux modèles plus vertueux se développent, magasins de producteurs, supermarchés coopératifs, mais posent une question de mise à l'échelle. Le fonctionnement de la grande distribution repose aujourd'hui sur un objectif central, proposer aux consommateurs les prix les plus bas. Cette logique semble avoir aujourd'hui atteint ses limites, en particulier au regard des enjeux sanitaires, environnementaux et de juste rémunération des producteurs. La question se pose d'une évolution du modèle de distribution en rééquilibrant les critères de choix proposés
au consommateur et en valorisant les autres composantes du bien consommé. La stratégie du prix le plus bas brouille la perception du bon prix d'un produit pour le consommateur habitué aux promotions sur les fruits et légumes, souvent utiles quand l'offre est abondante. Le consommateur peine désormais à identifier le vrai prix d'un kilo de fruits ou de légumes. Accroître la transparence sur les marges des produits bruts permettrait de mieux informer le consommateur. Les produits rémunérateurs pour les producteurs méritent également d'être valorisés par une meilleure information des consommateurs sur la part du prix de vente revenant aux agriculteurs. L'expérimentation en cours de l'affichage des conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles sur certains produits, Rémunérascore, doit à ce titre faire l'objet d'un suivi attentif. La valorisation des produits français apparaît aujourd'hui indispensable au maintien de nos filières agricoles et au soutien à notre souveraineté alimentaire. À ce titre, alors que la grande distribution pourrait contribuer à orienter le consommateur vers les produits français en jouant sur la marge et la tendance à rechercher une offre d'appel des premiers prix avec des produits d'importation sur lesquels elle réalise peu de marge et à compenser cette faiblesse par une marge plus importante sur les produits français tomates fraises. Le développement et la visibilité de circuits alternatifs apparaissent comme des leviers pour rééquilibrer la chaîne de valeur et répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité, de transparence et de proximité. Magasins de producteurs, AMAP ou vente à la ferme, ces circuits progressent depuis une dizaine d'années, ces modèles se singularisent par un lien plus direct entre producteurs et consommateurs et répondent aux enjeux ayant présidé à la constitution de la commission. Juste rémunération du producteur, transparence sur les prix et les marges, promotion d'une alimentation durable et de qualité à des prix raisonnables. Par exemple, les produits bio sont plus accessibles en circuit court qu'en grande distribution, ce qui tend à confirmer la surmarge prise par les grands distributeurs sur les produits bio. Une étude a ainsi relevé une différence de prix entre un fruit ou un légume non bio et un fruit ou un légume bio en moyenne de 12% dans ces circuits, alors que dans la grande distribution, la différence de prix est en moyenne de 57%. Rééquilibrer le pouvoir de marché au profit des agriculteurs nécessite en premier lieu une application plus stricte des dispositions législatives existantes. Néanmoins, le pouvoir de marché des producteurs dans les négociations pourrait être amélioré par un renforcement du poids des regroupements de producteurs. Ces regroupements offrent une véritable opportunité de rééquilibrage des relations commerciales avec l'aval en massifiant l'offre, en mutualisant les moyens, en planifiant la production tout en offrant une meilleure rémunération pour les producteurs. Plusieurs interlocuteurs de la Commission ont néanmoins indiqué qu'une interprétation restrictive du droit de la concurrence pouvait constituer un frein à l'organisation collective des producteurs. La Commission propose que le ministre de l'économie saisisse l'autorité de la concurrence afin qu'elle procède à l'actualisation de son avis sur le secteur agricole et formule des recommandations pour équilibrer le pouvoir de négocier des producteurs. Une meilleure diffusion de la contractualisation pluriannuelle entre agriculteurs et industriels. La Commission considère que la contractualisation repose avant tout sur des motifs économiques et doit garantir des conditions tarifaires suffisamment satisfaisantes pour que les producteurs aient intérêt à opter pour ce dispositif. Le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole, présenté le 8 avril 2026 en Conseil des ministres, prévoit à ce titre de renforcer le poids des indicateurs des coûts de production dans les contrats et d'ouvrir une expérimentation sur la mise en place de tunnels de prix pour les filières qui le souhaiteraient, à l'image de ce qui a cours dans la filière bovine, visant à encadrer les prix de vente dans les contrats commerciaux. Améliorer les dispositifs de contrôle. La Commission insiste sur la nécessité d'octroyer à la DGCCRF les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
Il importe à cet égard d'œuvrer à l'amélioration du ciblage de ces contrôles, notamment en poursuivant les échanges qu'elle a instaurés avec les fédérations professionnelles. La Commission recommande en outre d'instaurer des dispositifs qui permettront de mieux encadrer le recours aux diminutions de commandes injustifiées durant la période de négociation commerciale. Enfin, le plafond de certaines amendes pourrait être rehaussé pour garantir leur caractère dissuasif. En second lieu, l'amélioration des dispositifs de contrôle dépendra de la capacité de la France à défendre la logique des lois Egalim lors de la révision de la directive 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales. Les orientations transmises à la Commission par le ministre de l'Agriculture et les services de la DGCCRF lui apparaissent bienvenues. Il s'agit tant d'étendre son champ d'application aux centrales européennes que de prévoir l'interdiction de nouvelles pratiques abusives. La Commission considère qu'il est nécessaire de réviser la définition de l'abus de dépendance économique pour permettre aux autorités de contrôle de sanctionner les pratiques déloyales que les distributeurs asseyent sur leur puissance d'achat. La Commission a noté à cet égard que l'autorité de la concurrence avait, dans un avis de 2015, présenté plusieurs hypothèses d'évolution du texte qui seraient susceptibles d'aboutir à ce résultat. Il serait par ailleurs opportun de développer les dispositifs de médiation commerciale pour assurer la protection immédiate des intérêts des acteurs en situation de dépendance économique, en particulier les PME ETI, qu'il s'agisse du médiateur des relations commerciales ou de la commission de l'examen des pratiques commerciales. La valorisation de la production nationale repose d'abord sur l'amélioration de l'information des consommateurs. La Commission a en effet constaté que ces derniers sont exposés à un nombre croissant d'indicateurs qui perturbent leur appréciation générale de ces certifications. Un consommateur verrait ainsi en moyenne par jour 37 labels, 17 mentions et 5 scores sur les produits du quotidien. La Commission recommande donc de clarifier le paysage des certifications publiques et de mieux contrôler des labels privés. Elle préconise aussi de distinguer au sein de la MPA la part nationale car c'est elle qui doit être sanctuarisée. La Commission note ailleurs que l'enjeu de la production et de la compétitivité industrielle nationale traversait l'ensemble de ces travaux. Les déséquilibres actuels de la chaîne de valeur se traduisent par la réduction de la rentabilité des exploitations agricoles et des industries agroalimentaires. Aussi souligne-t-elle l'urgence de la restauration d'un équilibre dans la chaîne de valeur à laquelle peut et doit participer le consommateur. Si la Commission est convaincue du bien-fondé de l'objectif poursuivi par le législateur au travers des lois Egalim, elle a cependant constaté que les dispositifs qu'il a introduits ont parfois complexifié les négociations commerciales, notamment pour les petites et moyennes entreprises, sans pour autant démontrer leur efficacité. La Commission considère en conséquence qu'il revient au Parlement d'évaluer, de clarifier et de simplifier les obligations juridiques qui pèsent aujourd'hui sur les distributeurs et leurs fournisseurs. Elle juge par exemple à ce titre avec la DGCCRF qu'il serait utile d'alléger le formalisme requis de la proposition écrite de contrat. Afin de construire des relations entre industriels et distributeurs plus équilibrées, il faut agir sur au moins 3 plans. Les centrales européennes doivent être mieux encadrées, leurs prestations de services mieux contrôlées et les marges arrière des distributeurs rendues transparentes. Il faut également améliorer les outils de suivi des marges par une révision du dispositif des options de transparence tarifaire et par un renforcement du rôle et des missions de l'OFPM. Depuis plusieurs années, du fait de la crise sanitaire du Covid,
puis la guerre en Ukraine, aujourd'hui du conflit au Moyen-Orient, les prix à la consommation, mais aussi les entrants des processus de production agricole et industrielle, connaissent une forte variabilité combinée à une tendance à la hausse. S'agissant de l'alimentaire, l'inflation a clairement accéléré à partir du printemps 2022 pour ne se calmer véritablement qu'à partir de février 2024. Elle reprend mais à un niveau bien inférieur à partir de la mi-2025. Comme on peut le constater sur le graphe suivant pour les produits de droguerie, hygiène, parfumerie, l'évolution est proche mais marquée par un léger temps de retard et surtout une amplitude à la hausse moins forte. Les produits bio ont été particulièrement touchés par cette évolution après une progression forte jusqu'en 2020 et un premier ralentissement avec le Covid. L'inflation et un désengagement de la grande distribution ont provoqué un arrêt brusque de la croissance, voire un recul de 10 à 15% de la consommation de ces produits. En 2026, l'assortiment en produits issus de l'agriculture biologique reste encore inférieur de 20% par rapport au record atteint durant l'année 2021. 2025 est cependant l'année de la stabilisation pour le bio, voire de la reprise avec des chiffres positifs, quel que soit le circuit de distribution, plus 4,1% en moyenne au premier semestre de 2025. Cette évolution et les pics inflationnistes sont évidemment une source de préoccupation majeure pour les pouvoirs publics parce qu'ils peuvent fragiliser le pouvoir d'achat des ménages. Du reste, globalement, le pouvoir d'achat par unité de consommation, pour reprendre la terminologie de l'INSEE, a baissé en 2022 de 0,2% et son augmentation a été très faible en 2023, 0,3%. Cette pression inflationniste est d'autant plus sensible sur les ménages modestes que ceux-ci consacrent une part plus importante de leurs revenus à l'alimentation. Cette période inflationniste a été l'occasion de la recrudescence de passes d'armes virulentes entre distributeurs et fournisseurs, régulièrement à coups de communiqués de presse ou de prises de parole dans les médias. La grande distribution a rejeté de manière très offensive sur les industriels la responsabilité des hausses de prix. Sa stratégie de communication semble d'ailleurs s'est durcie dans les dernières années et avoir évolué vers davantage de prise à témoin de l'opinion. Michel-Édouard Leclerc, omniprésent, représentant du groupement d'enseignes du même nom, a bénéficié d'une forme de magistère sur plusieurs médias, sur lesquels du reste ce groupe est un annonceur important pour ne pas dire essentiel, distribuant les bons et surtout les mauvais points et tenant un discours le plus souvent univoque sur les industriels, les grandes marques, les multinationales. En résumé, la faute est toujours celle des industriels. La moitié des hausses demandées ne sont pas transparentes mais suspectées, assène-t-il en juin 2022. Dans plusieurs réseaux de distribution, on a même pu assister à des campagnes en magasin dénonçant par affichage les industriels. Carrefour a été friand de cette pratique. Le distributeur a notamment mis en place des étiquettes orange anti-shrinkflation, très visibles en rayon et accompagnées d'un message du type « Ce produit a eu son grammage baissé et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenté ». Son dirigeant, Alexandre Bompard, n'a pas été moins agressif que le représentant de Leclerc. Le 15 février 2023, il affirme ainsi dans un grand quotidien « Les industriels demandent des hausses de tarifs délirantes ». Le 29 août 2023, il surenchérit sur une radio. Les Français ont compris que les industriels n'étaient pas à leur côté. Bouclier anti-inflation, produits quotidiens à prix bloqué, produits après coûtant, les distributeurs martèlent l'idée que non seulement les fournisseurs sont coupables de l'inflation, mais qui sont eux les bons élèves.
Le positionnement des enseignes est très clair. La grande distribution se met du côté du consommateur contre les industriels. À partir de 2023, leur communication franchit un nouveau cap avec des annonces publiques de déréférencement, en particulier en période de négociation commerciale. Alors même que ce type de suspension de commande est illicite, si la pratique a pu exister auparavant puisque Leclerc l'a utilisée dès le début des années 2000, elle semble se systématiser et se généraliser à toutes les enseignes. Le message est le suivant. Vous ne trouvez plus ce produit parce que les industriels le vendent trop cher par rapport à ce qu'il vaut. Carrefour pratique ainsi avec PepsiCo ou Tropicana, Coopérative Vue, avec Procter Gamble, Intermarché avec Danone ou les fabricants de chocolat, avec notamment une campagne qui avait fait mouche, il se paye notre ganache. À côté de ces bras de fer médiatisés, combien de déréférencements silencieux mais bien visibles sous chiffre de vente des fournisseurs sont le cas. Ils interviennent parce que les conditions du fournisseur ne satisfont pas le distributeur ou comme simple levier de négociation. Dans d'autres cas, il s'agit de sanctionner une initiative qui ne plaît pas, y compris si elle est vertueuse. En 2023, Danone essaye ainsi d'introduire des prix conseillés sur certains de ses produits. Les distributeurs rejettent l'idée notamment parce qu'elle risque de dépositionner leur propre marque de distributeur. Le résultat ne tarde pas. Leclerc, par exemple, en quelques semaines, élimine de ses rayons la quasi-totalité des yaourts nature Danone. De leur côté, les fournisseurs de la distribution protestent énergiquement, mais choisissent davantage par la voie de leur représentation professionnelle les canaux institutionnels et tentent de mobiliser le gouvernement, la DGCCRF, le Parlement. C'était un des premiers objets de la commission d'enquête. Comprendre comment la transmission de l'inflation des années 2022 à 2023, source de tant de conflits médiatisés, s'était opérée des producteurs aux consommateurs. En clair, qui des producteurs, des transformateurs ou des distributeurs avait profité de la crise pour augmenter ses marges. Mais au-delà de cette recherche, sur la période actuelle et récente, il s'agissait aussi et surtout de comprendre la chaîne de valeur du producteur jusqu'au consommateur. Car en effet, pic d'inflation ou pas, on ne pouvait qu'être étonné de constater que si les consommateurs devaient régulièrement payer plus cher, les producteurs, eux, ne semblaient pas mieux rémunérés. Une question était donc centrale pour la commission d'enquête. Quelle part de la chaîne de valeur revenait réellement aux producteurs, aux consommateurs, aux industriels et quelle part était en fait captée par les distributeurs. Comme l'a souligné devant la commission Olivier Meuvel, maître de conférences en marketing, commerce et distribution à l'université de Bretagne occidentale. Aujourd'hui en France, pour 100 € de dépenses alimentaires au détail, seulement 8 € rémunèrent l'agriculture française. Entre 12 et 15 € vont aux consommateurs et à l'industrie agroalimentaire. Plus de 34 € correspondent à des importations d'intrants ou de produits finis et près de 40 € sont captés par le commerce et les services. Partant de l'analyse des marges des enseignes par magasin, la commission d'enquête a progressivement découvert tout un système complexe et aux contours volontairement opaques de récupération de marge par la grande distribution. Il existait déjà via les services commerciaux. Négociés dans les centrales françaises, les marges arrière. Il prend une dimension nouvelle avec centrales européennes d'achat ou de référencement qui se partagent l'essentiel du marché français dans les conditions obscures. À côté de ces centrales,
En prospèrent d'autres, les centrales européennes de services, qui représentent un degré supplémentaire d'opacité. Ces dispositifs de récupération de marge par la grande distribution sont cruciaux car ils impactent de manière considérable mais difficilement décelable toute la chaîne de valeur, des producteurs aux consommateurs, où ils sont largement à la fois le résultat et la cause de ce qui est devenu depuis plusieurs années en France un élément central de la relation fournisseur à distributeur, la guerre des prix. La grande distribution fonctionne sur la base de marges unitaires faibles mais compensées par des volumes énormes. C'est la marge unitaire multipliée par la rotation en linéaire qui fait la masse de marge, je rappelle Olivier Mevel. Il ajoute on demande à l'industriel de financer cette rotation de diverses manières, que ce soit en finançant sur Instagram de la publicité digitale relative aux magasins ou en développant des gammes particulières. Ou pour que cette rotation soit efficace, il faut attirer le client, créer des flux de consommateurs et déclencher l'acte d'achat. C'est la relation pour laquelle les marges unitaires de la distribution sont faibles, surtout pour les produits bataillés. Ce que certains consommateurs veulent absolument et qu'il faut donc avoir un rayon au prix le plus bas possible sous ces produits leaders. La puissance des marques leur permet parfois de résister à la pression à la baisse des distributeurs et de conserver des marges appréciables, ce qui permet à ces derniers de dénoncer la capacité des fournisseurs d'imposer leurs prix et donc de peser sur le pouvoir d'achat des Français. Comme l'affirme à nouveau Olivier Mevel, le distributeur perd aujourd'hui de l'argent sur 1500 produits vendus dans ses rayons. Le Coca, le Ricard, le chocolat Milka, les Kellogg's Cornflakes, les M&M's, ces produits emblématiques que la classe moyenne met dans son caddie sont vendus avec un SRP plus 10. Mais entre les coûts logistiques, d'approche et d'autres, il faudrait que la marge soit de 35% et non de 10% sur ces produits pour que les distributeurs gagnent leur croûte. C'est ce qui explique aussi la course aux parts de marché, aux surfaces de vente des différentes anciennes et leur alliance à l'achat, qui sont des leviers déterminants pour faire pencher le rapport de force de leur côté lors des négociations et pour obtenir des transferts de marge des fournisseurs. S'ils perdent de l'argent ou n'en gagnent pas sur 1500 produits, cela signifie que les distributeurs vont devoir se rattraper sur les autres produits. Pour cela, ils font preuve d'une créativité sans borne, la pressurisation des marges des entreprises qui peinent à résister lors des négociations commerciales, favorisées par la constitution d'alliances à l'achat qui déséquilibrent le pouvoir de marché, la montée en puissance des MDD, la péréquation des marges entre rayons aux produits d'un même rayon, longuement décrite dans le rapport La vente des services plus ou moins réels par les centrales françaises des distributeurs, l'adjonction d'une nouvelle couche de services dits internationaux payés par les fournisseurs aux fameuses centrales européennes. L'usage parfois abusif de pénalités logistiques sont autant de moyens qui visent à transférer de la marge des fournisseurs vers les distributeurs. De leur côté, les fournisseurs et industriels dont les marges sont souvent faibles, en particulier s'agissant des PME et ETI, et qui doivent entretenir et moderniser un appareil productif coûteux, tentent aussi de rehausser ou au moins préserver leurs marges et sont pour cela contraints de peser sur les prix de leurs propres fournisseurs, agriculteurs ou premiers transformateurs, ou peuvent être tentés de rehausser leurs tarifs. Cette guerre des prix qui conduit à l'érosion des marges de tous les acteurs de la chaîne de valeur
le législateur a tenté d'en réduire les effets les plus nocifs, notamment par les lois Egalim, en particulier avec la sanctuarisation de la matière première agricole, l'interdiction de la vente à perte, l'encadrement des négociations commerciales et des promotions. Pour autant, la commission d'enquête constate que le cadre législatif et institutionnel n'a atteint que très partiellement ses objectifs. L'examen par la commission de l'ensemble du système de production à distribution l'a convaincu que le rapport de force entre la plupart des industriels et la grande distribution est désormais déséquilibré en faveur de cette dernière. Vive la France, vive la démocratie!